Bonjour tout le monde, j'espère que la voix est claire et que vous m'entendez bien. Alors, je vérifie le son. Oui, ça a l'air d'aller. Écoutez, ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est une sorte de rattrapage du TD de rattrapage qu'on a fait vendredi dernier. Donc, on avait normalement deux TD, deux séances donc de TD. J'ai eu dans le premier groupe, on n'a pas avancé beaucoup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et dans le deuxième groupe, il n'y avait personne. Donc, je comprends tout à fait que ce soit un horaire un peu compliqué pour vous, mais que cela nous tienne, je vais essayer de faire ce que je n'ai pas pu faire dans le premier TD, c'est-à-dire je vais présenter une explication du cycle, donc l'aspect théorique, l'explication théorique du cycle d'après Schumpeter, donc le cycle de Kondratiev-Land d'après Schumpeter, et ensuite l'explication du cycle de Juglar présenté par Juglar lui-même. Donc ces deux premières explications du cycle sont importantes parce que c'est ce qu'on appelle les théories du cycle avant Keynes, pré-keynésiennes. Parce que nous verrons dans la suite du cours que la vision et la pensée sur le cycle a complètement changé avec Keynes, et pas seulement grâce à Keynes, mais aussi à cause du changement des systèmes du fonctionnement des économies depuis Keynes et donc depuis la grande crise de 29. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais présenter tout d'abord cette théorie ou cette explication du cycle de Schumpeter, du cycle de Kondratiev par Schumpeter. Voilà, j'ai posé cette question à vos camarades du premier groupe du vendredi du rattrapage. Et j'ai eu, bien sûr, je leur ai expliqué qu'ils avaient donné des réponses un petit peu désarticulées, qui n'étaient pas très claires. Et ce que je vais profiter donc de cette présentation pour rappeler ce que je leur ai dit, c'est que dans une présentation théorique, il faut toujours se rappeler une chose, c'est qu'une théorie est construite sur des notions, des concepts, n'est-ce pas? Et on ne peut pas présenter cette théorie si on oublie ces concepts qui sont les bases sur lesquelles est assise ou est construite cette théorie. Donc, la théorie du cycle de Schumpeter, théorie du cycle de Kondratiev par Schumpeter, est construite sur un certain nombre de concepts. Alors, on peut dire qu'ils sont peut-être un nombre assez élevé, hein, assez important, je veux dire. Le premier concept qui est très important, c'est qu'il y a un personnage qui est au cœur de la cyclicité de l'économie pour Schumpeter. Ce personnage, c'est l'entrepreneur innovateur. Donc, un entrepreneur qui, dans une période de l'économie, de basse conjoncture, de difficultés économiques, il va exploiter une connaissance ou une invention pour en faire une innovation. Voilà le deuxième, on ne peut pas dire le concept très important, mais une deuxième idée, si vous voulez, c'est cette distinction
dans la théorie de Schumpeter entre ce qui est une invention, qui peut être scientifique ou autre, et une innovation. L'invention, c'est une découverte, une connaissance, un procédé qui peut être physique, chimique, électrique, ce que vous voulez, hein, découverte d'un nouveau produit, d'un nouveau matériau, découverte d'un procédé. Et il peut être tout à fait connu de tous, mais que ne s'est pas présenté ou on n'a pas trouvé l'occasion d'en faire un produit. C'est-à-dire n'a pas été mise en œuvre sous forme d'un produit vendable sur le marché qui peut faire gagner, donc des pourcentages de productivité. C'est ça la distinction entre ces deux notions. Donc, si vous voulez, cet personnage important dans cette théorie, l'entrepreneur innovateur, ce n'est pas un inventeur, ce n'est pas un monsieur tournesol, c'est tout simplement, c'est pas simple, mais c'est surtout un personnage qui est à la recherche d'occasions d'investissement, d'occasions de gagner de l'argent, de faire des profits et surtout de super profits, et qui est quelqu'un qui prend le risque de mettre cette invention sous forme d'un produit ou d'un procédé et de supporter les coûts et le risque de cette mise en œuvre. Voilà, si vous voulez, l'élément fondamental. Bien sûr, ce qui accompagne cet personnage, son acte, c'est justement l'acte d'innovation. Sauf que l'innovation, dans ce cas-là, pour expliquer le cycle chez Schumpeter, ce n'est pas une innovation ordinaire, mais c'est une innovation telle qu'on l'a expliqué dans les chapitres précédents sur l'histoire des faits macroéconomiques. C'est une innovation fondamentale. Quelquefois, on l'appelle innovation séculaire parce qu'elle va avoir des effets sur notre vie, sur la manière de produire, de vivre, de consommer ou de voyager ou de se soigner ou de produire ou de se transporter sur des dizaines et des dizaines d'années. On l'a appelé, comme on l'appelait, une technologie à usage généralisé, c'est-à-dire une technologie qui va être utilisée une première fois dans quelques branches ou quelques industries et par la suite, elle va être copiée parce que Schumpeter appelle des grappes d'innovation, c'est-à-dire elle va trouver cette innovation des déclinaisons dans beaucoup d'autres branches qui va donc irriguer toute l'économie et va faire donc gagner de bons de productivité dans beaucoup de domaines de la vie et de la production. Donc voilà, si vous voulez, cette notion, on l'a bien compris dans les chapitres précédents que les crises viennent justement de... bon, je vais l'expliquer dans la suite, c'est une autre idée qui va être un autre concept chez Schumpeter, mais je vais rester à l'idée de cette lancement, si vous voulez, cette innovation séculaire va avoir avec des effets multiplicateurs de l'investissement. Elle va avoir donc, elle va induire des vagues successives d'investissement. Donc, au départ dans les branches motrices, après dans le reste de l'économie. Et ce qu'elle a d'intéressant, c'est comme toutes les innovations d'ailleurs,
elle n'est pas rémunérée par un profit, mais par un super profit, c'est-à-dire un surprofit, un profit très élevé. Et au départ, ces innovateurs, entrepreneurs innovateurs, ils ont des positions de rente, c'est pas presque des monopoles. Je dis presque parce que ce ne sont pas des monopoles naturels, mais des monopoles qui sont momentanés, le temps que d'autres investisseurs se joignent à la course, à la concurrence et finissent par baisser les taux de profit des premiers entrepreneurs innovateurs. Et donc, avant la période de concurrence plus ou moins parfaite, l'entrepreneur innovateur va profiter d'une rémunération très confortable que Schumpeter appelle des surprofits ou des rentes ou des monopoles, mais qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas durables, n'est-ce pas? Voilà donc l'autre idée. Ensuite, ces gains de productivité vont petit à petit se réduire, vont baisser. Et lorsque cette innovation est utilisée dans tout le système économique, les gains de productivité vont se tarir, ils vont se réduire, et donc les surprofits vont tendre vers zéro et l'investissement aussi. Et c'est là qu'apparaît, donc après, bien sûr, de longues années, qui, comme on l'a vu dans la datation des cycles de Kondratiev, ça peut aller de 20 à 25 ans, cette période d'expansion, et qui va être suivie par une période de déclin lorsque, n'est-ce pas, les branches motrices, donc les branches qui ont les premières lancé ce type profiter de ce type d'innovation vont atteindre une certaine maturité et ils vont connaître un déclin. Donc, voilà, si vous voulez, comment Schumpeter explique à la fois la croissance, le pic, et ensuite la baisse la période de récession. Et bien sûr, cette période de récession, elle est en même temps une occasion pour d'autres entrepreneurs innovateurs de mettre en œuvre d'autres innovations en exploitant d'autres idées, d'autres inventions. Et donc, ce serait l'occasion une nouvelle vague à partir donc d'innovation en gestation pendant cette période de dépression ou de récession ou de crise même. Donc voilà, si vous voulez, chacune des étapes de l'explication de Schumpeter de comment fonctionne un cycle de Kondratiev. Vous pouvez regarder que cette explication elle correspond tout à fait à ce qu'on a vu dans le chapitre LTD sur l'histoire des faits macroéconomiques. Ça permet d'expliquer tout à fait le passage de la crise de 29 jusqu'aux 30 Glorieuses, et ensuite des 30 Glorieuses jusqu'au déclin donc, de cette période des 30 Glorieuses, et ensuite, comme on l'a expliqué, à partir de début des années 90, on a une nouvelle vague d'expansion, donc un nouveau cycle de Kondratiev, et dans lequel on se trouve maintenant au creux de cette cinquième, si vous voulez, Kondratiev. Et voilà, on se pose la question, on se demande
comment et quand, et par quel type d'innovation on va sortir de ce cycle. Bien sûr, vous êtes certainement au courant qu'il y a des voix qui réclament que, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que les inventions sont là, n'est-ce pas? Les inventions au niveau des biotechnologies, au niveau des énergies renouvelables, au niveau des énergies vertes, au niveau de la santé. Dans beaucoup de domaines, il suffit de se lancer. Il suffit, bien sûr, c'est trop facile de le dire comme ça, mais il faut trouver ces personnages qui seraient prêts à prendre ce risque pour lancer ces nouvelles innovations. Alors, pourquoi cette période est un peu malheureuse? Parce que normalement, dans un creux du cycle comme on se trouve aujourd'hui, eh bien, vous avez tous les ingrédients pour une relance d'un nouveau cycle ascendant. Mais il se trouve, comme je l'ai expliqué dans le cours la dernière fois, le mercredi dernier, que vous avez la malheureuse coïncidence de deux cycles, celui de Kondratiev, mais aussi d'un cycle de Juglar et surtout d'un cycle financier. Alors, que vient faire, quelle est la complication supplémentaire qu'apporte le cycle financier ici? C'est que les investissements qui, normalement, en fin de cycle, tarissent, et c'est le cas actuellement, puisque les investissements sont faibles, et se trouve que les investisseurs trouvent le moyen de gagner de l'argent en bourse beaucoup plus que dans l'activité réelle. Donc, ils sont moins incités à prendre des risques pour investir dans ces secteurs dont je viens de parler, c'est-à-dire le secteur de l'économie verte, le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, le secteur de des biotechnologies. Ben, ils gagnent beaucoup plus d'argent dans la bourse. C'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui, cette coïncidence de plusieurs cycles, surtout le cycle de Kondratiev et le cycle financier, qui n'incitent pas les gens qui ont de l'argent à repartir dans une nouvelle vague d'innovation, alors que les inventions, comme je l'ai dit, existent. Elles, voilà, comme on dirait, elles sont dans les tiroirs. Si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez, l'explication de Schumpeter du cycle de Kondratiev. Alors je vais passer maintenant au cycle de Juglar et vous allez voir que les explications ne s'éloignent pas, ou du moins ils ont un élément commun, c'est que là je viens de parler des difficultés qu'on a à remonter un nouveau cycle ascendant, une nouvelle expansion, à cause, mais c'est peut-être pas la vraie explication, mais c'est ce que je pense, cette coïncidence du cycle financier avec le cycle de Kondratiev, c'est ça qui empêche les innovateurs de prendre le risque, n'est-ce pas, d'investir dans ces inventions qui existent déjà dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie de la vie. Parce qu'on pense que l'économie qui est basée sur l'énergie fossile serait appelée par certains l'économie de la mort. Bien, pourquoi ceci ne se passe pas? Eh bien, on peut trouver un lien avec l'explication de Juglar. Alors, Juglar, il a une explication qui est un peu à la fois plus simple, mais qui est importante pour l'époque et surtout qu'elle a des résonances actuelles, si vous voulez. Le premier élément, alors comme je l'ai dit pour le cycle de Juglar et l'explication de Schumpeter, il faut toujours
se rappeler quels sont les concepts, quelles sont les notions sur lesquelles est assise l'explication de Juglar, l'explication du cycle de Juglar par Juglar. Alors, le premier élément qui est le plus important, c'est le crédit. Juglar pense que l'une des sources les plus importantes des fluctuations économiques, n'oublions pas que ce sont des fluctuations, c'est-à-dire un cycle court. Ce n'est pas un cycle de cinquantaine d'années qui est construit, qui est causé par les innovations séculaires ou fondamentales qui ont un effet sur 25 ans d'ascension, 20-25 ans de récession ou de ralentissement. Là, on est dans un cycle court qui peut prendre autour d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, qui est causé par le fonctionnement du crédit. Juglar, et comme beaucoup d'autres, avant et surtout après lui, pense que le crédit est une matière tout à fait inflammable, c'est-à-dire une matière un peu particulière. Ce n'est pas une idée simple comme on le penserait, voilà, une banque qui finance les entreprises et puis les entreprises créent de la valeur et remboursent les crédits. C'est quelque chose qui est un peu plus dangereux que ça. D'un côté, Juglar dit que le crédit, il a une vertu très importante, c'est qu'il est le vecteur du progrès. On ne peut pas avoir de progrès, on dirait de la croissance, sans qu'il y ait un financement par les crédits, par les banques. Mais d'un autre côté, ça peut être, et c'est très souvent, la première source d'instabilité, donc la première source ou la première origine du cycle économique. Pourquoi? Parce que le système bancaire, le système financier en général, est un système qui est connu par sa fragilité. D'où est-ce que, voilà, la notion importante, c'est le crédit et la fragilité du système qui crée le crédit, c'est-à-dire les banques. Donc, retenez bien cette idée de fragilité des banques. Aujourd'hui, les gens, enfin, vous devez savoir que une des raisons, ou encore, si on veut être plus simple, des séquelles de la crise actuelle, c'est que nous avons dans beaucoup de pays des banques qui sont fragiles, c'est-à-dire des banques qui ont des bilans qui ne sont pas encore assénés, c'est-à-dire qui comportent, il suffit d'un certaines difficultés de l'économie pour que ces banques disparaissent, tout simplement, qu'elles fassent faillite. Alors, d'où vient ceci? Ça vient du fait que justement le crédit est un produit très particulier. C'est un produit qui est, on va le voir dans le cours, peut-être demain, c'est-à-dire mercredi 17, nous verrons qu'il y a des activités qui montent et qui montent quelquefois beaucoup avec le cycle de manière déraisonnable. Et lorsque le cycle descend, elle descend de beaucoup, peut-être même avant, et très plus fortement que la baisse du cycle. Le crédit en fait partie. Le crédit est à la fois cyclique et en même temps, il précède le cycle. C'est-à-dire, quand l'économie va monter, le crédit monte d'abord, il monte très fort. Et quand cette période, Juglar l'appelle la période de l'euphorie du crédit. Et après, c'est la période donc, qui correspond à l'expansion du cycle. Et après, vous avez une période de pessimisme, c'est-à-dire la période de l'euphorie, c'est celle où les banques, c'est elles-mêmes qui vont démarcher les entreprises et les ménages pour prendre des crédits parce qu'il y a de la concurrence entre elles.
parce qu'ils voient que l'économie progresse, ils voient que le PIB augmente, ils voient que l'activité augmente, et donc les risques de non-remboursement diminuent. Et au moment où au moment où il y a les premières difficultés, voilà, une période de pessimisme exagéré va s'installer et bon, couper le robinet, c'est ce qu'on appelle le credit crunch, c'est-à-dire voilà, on coupe le robinet et même les gens qui méritent des crédits, on hésite beaucoup à les financer et donc c'est le système bancaire qui lui-même précipite l'économie beaucoup plus bas que ne l'auraient fait les gens s'ils devaient s'autofinancer. Et donc, voilà cette idée de fragilité du système financier et surtout du système bancaire à l'époque de Juglar. C'est une, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après Juglar, c'est à la fois le crédit est un élément moteur, il a cette vertu d'être le moteur de l'économie, le moteur du progrès, de la croissance, et en même temps, c'est le vecteur de l'instabilité, c'est-à-dire le vecteur de... Il aggrave les dépressions, finalement, peut-être même qu'il les crée. Il, donc, pendant les périodes d'euphorie de crédit, il a aussi cette caractéristique qu'il attise les spéculations, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le crédit va financer non seulement des activités productives, mais va aussi financer des activités qui ne sont pas directement ou pas du tout productives, comme la spéculation, c'est-à-dire un crédit fictif, un crédit artificiel, qui fait gagner de l'argent à ceux qui le font, mais qui n'est pas du tout un enrichissement pour l'économie. Donc, c'est un crédit spéculatif, si vous voulez. Et nous avons aujourd'hui des indicateurs qui n'existaient pas à l'époque de Juglar. Nous avons des indicateurs de ce type de crédit. Donc, les crédits spéculatifs, c'est tout simplement le coefficient petit d dont j'ai parlé dans le cours quelquefois, le coefficient petit d qui est la dette ou le crédit sur le PIB. C'est-à-dire, voilà, le pourcentage du crédit ou de l'endettement de l'économie dans le PIB. S'il est excessif, ça veut dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'il croît plus que ne croît le PIB, beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande partie de cette croissance qui est spéculative, qui n'est pas justifiée par un accroissement de la richesse donc, du PIB. Et c'est là que Juglar parle d'abus de crédit, c'est-à-dire des crédits qui ne sont pas utiles pour l'activité productive. Et généralement, bon, ça finit par des crises. Et les crises, c'est des périodes où on n'en sort que lorsqu'il y a un assainissement des bilans des banques. Alors, cette idée chez Juglar est une idée qui n'était pas assez acceptée par les néoclassiques, parce que Juglar, il trouve ici la cause du crédit chez les banquiers, et non, donc chez l'offre de crédit, et non pas chez les demandeurs de crédit, qui sont les entreprises et les ménages, surtout les entreprises. Donc, cette idée a même été oubliée pendant de longues années et a été reprise par des auteurs, j'en ai parlé rapidement dans le cours, des auteurs comme Fischer et surtout Minsky, qui considèrent, eux, que justement, c'est l'offre de crédit qui est la cause de l'euphorie du crédit et du crédit spéculatif, beaucoup plus que la demande. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en situation d'euphorie, les établissements bancaires, le système bancaire lui-même va démarcher les clients des entreprises, parce que c'est comme ça que les banques se font de la concurrence entre elles. Donc voilà, si vous voulez, cette deuxième explication
de, du cycle de juglar par juglar humain. Voilà, donc vous avez ensuite deux autres explications. Vous avez l'explication des néoclassiques. Bon, bah, c'est très simple. Je vais aller très rapidement dans l'explication des néoclassiques et dans l'explication de Keynes des cycles. Pourquoi? Parce que ce sont deux théories qu'on va retrouver dans la partie où on va étudier les modèles macroéconomiques. Donc, surtout, essentiellement, le modèle macroéconomique néoclassique et le modèle macroéconomique keynésien. Donc, je rappelle, je souligne simplement, très rapidement, l'explication néoclassique du cycle. Bien, tout simplement, l'explication néoclassique du cycle, c'est que le cycle ne doit pas exister. Normalement, si l'économie fonctionne bien, il ne doit pas y avoir de cycle. Il peut y avoir des petites variations, des petites fluctuations qui ne durent pas longtemps et qui ne sont pas très profondes et qui n'aboutissent pas à des crises. Donc, il y a un déni du cycle chez les néoclassiques. Et quand il y a une situation qui peut s'aggraver, pour les néoclassiques, elle est due à l'intervention des autorités, que ce soit monétaires ou budgétaires. Elle est due aussi à l'existence de monopoles, à l'existence de coûts excessifs, par exemple les coûts salariaux, à l'existence de monopoles, comme les monopoles des syndicats ou les monopoles de certaines entreprises qui peuvent profiter de leur situation. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'ils empêchent le fonctionnement libre d'un marché qui est censé être autorégulateur. Donc, il y a un déni total de l'existence de cycles. Et s'il y a un cycle, c'est s'il y a des situations même pendant la crise de 29, les néoclassiques expliquaient que pas s'affoler, ça devrait se régler tout seul. Le marché, avec la baisse des prix, ça devrait normalement rétablir l'économie sur le droit chemin. Là, ça n'a pas été le cas et justement, ça nous fait aboutir à l'idée du cycle de Keynes, n'est-ce pas? Comment Keynes explique le cycle? Eh bien, nous verrons dans le modèle keynésien que le cycle chez Keynes, bon, voilà, il met beaucoup plus l'accent sur l'aspect réel du cycle Keynes. Pourtant, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les problèmes financiers, le système financier, mais dans son explication de possibilité de chômage, de sous-emploi, d'équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un équilibre de l'économie avec beaucoup de chômage qui est stable. Il a voulu, pour des raisons, j'allais dire pédagogiques, se concentrer sur l'explication réelle et pas financière. L'explication réelle du cycle, il la trouve dans la demande globale qui peut connaître une baisse, une chute brutale pour une raison particulière. Cette chute de la demande globale, Keynes, il l'attribue à un personnage particulier. Et vous allez voir que là, ce n'est pas très loin des explications de Schumpeter. Mais sauf que c'est dans le court terme, parce que Keynes, il se place dans les situations de court terme. Et sa théorie veut expliquer les crises particulières, ces crises graves, donc comme la crise de 29, comme la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et il veut donc expliquer qu'il y a un personnage, c'est justement l'investisseur. Et donc, l'investissement, c'est la partie de la demande globale qui est l'origine du cycle.
cet investissement, il peut chuter de manière brutale et de manière irrationnelle. Et c'est ça qui enclenche le cycle de la baisse et la dépression. Et voilà, nous verrons dans le cours, dans les TD, pardon, sur les modèles macroéconomiques, que ce qui compte le plus pour Keynes, c'est comment se sortir de cette situation par l'intervention de l'État, parce que le marché tout seul ne peut pas s'autoréguler, ne peut pas s'en sortir seul de cette situation. Et surtout, nous expliquerons pourquoi l'investissement a cette particularité de s'effondrer de manière brutale et inattendue. Nous verrons que pour ça, nous avons des concepts très importants dans la théorie keynésienne. Je vais les citer rapidement et nous verrons les explications dans les TD sur les modèles macroéconomiques néoclassiques keynésiens. La première idée, c'est l'idée des esprits animaux. C'est-à-dire, c'est un état psychologique, presque un instinct animal qui fait que les investisseurs se lancent dans les investissements ou se retirent entièrement, freinent totalement des quatre fers au lieu d'investir. Pour lui, c'est un comportement qui s'explique beaucoup plus par des raisons psychologiques que par des raisons économiques. C'est ce qu'on appelle l'esprit animaux des investisseurs. C'est pour cela que lorsque les investisseurs, comme aujourd'hui, investissent beaucoup plus en bourse et pas du tout dans l'activité réelle, ou presque pas du tout, c'est là que l'État doit intervenir. C'est ce que font les États actuellement. Donc, on peut dire qu'on est dans un moment keynésien, c'est actuellement. Et ensuite, une autre notion, c'est la notion d'efficacité marginale du capital. C'est elle qui permet à Keynes d'expliquer que en comparant l'efficacité marginale du capital, toujours en termes réels, par rapport au taux d'intérêt sur le marché, eh bien, quand il y a un écart assez conséquent, eh bien, les investissements s'arrêtent et la demande globale baisse. Et donc, si la demande globale baisse, on est dans une situation de crise économique. OK, voilà, j'en ai fini avec ces 4 explications. Schumpeter, Juglar, néoclassique et Keynes. Et puis, on se verra demain, mercredi 17, au matin pour le cours. Alors, il y a Dem qui m'a expliqué que les fichiers que j'ai postés sur le site de Paris 2, ils ne sont pas visibles d'après ce que m'a dit votre camarade. Je me demande pourquoi, nous verrons ça demain, et puis ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Non, parce que pour moi, j'aurais demandé d'ouvrir le site pour vous, et j'espère que ça a été fait. OK, allez, à bientôt.